Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée nationale et au Sénat et que j'ai le plaisir de vous présenter avec Brigitte Boucher. Bonjour Brigitte. Bonjour Tam. Et cette semaine est riche, elle est marquée par l'arrivée du nouveau gouvernement Castex au Parlement. Et pour commenter toute cette actualité, notre invité est aujourd'hui Stéphane Peu. Bonjour. Vous êtes député communiste de Seine-Saint-Denis et c'est Brigitte qui vous présente. Bonjour Stéphane Peu. Vous êtes né à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, un certain 24 juillet, mais c'est en Seine-Saint-Denis que vous officiez, un bastion historique du communisme, votre parti de cœur. Député touche-à-tout, membre de la commission des lois. On vous connaît surtout pour vos prises de parole sur la défense de votre territoire, le plus pauvre de France, ou sur le logement, un secteur où vous avez pris votre élan à l'Assemblée, élan pour évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. C'était le nom de la loi que vous avez largement tenté d'amender. Alors votre signe distinctif, vous aimez cultiver votre jardin, au sens propre comme au sens figuré. Chez les communistes, c'est forcément un jardin partagé pour la collectivité, mais cultiver votre jardin, ça vous permet sûrement de garder la tête froide en politique. C'est quoi votre secret ? D'essayer d'avoir en permanence le recul. Alors, cultiver son jardin, c'est au sens propre. J'essaye d'avoir de temps en temps, je pense avoir la main verte, donc de temps en temps je l'entretiens, cette main verte, et puis de prendre le recul, de continuer à lire, d'essayer autant que faire se peut d'aller, en ce moment c'était difficile d'aller au théâtre, enfin de prendre un peu le recul et de toujours avoir la pensée pour les gens que l'on sert, c'est-à-dire que quand on est pris dans le tourbillon de la vie parlementaire, avoir une pensée pour les gens de Saint-Denis, de Pierrefitte et de Villetaneuse, de tous ces visages que l'on croise. C'est peut-être assez courant chez les parlementaires, j'espère qu'on est nombreux à le faire. Mais en tout cas, quand vous avez été, comme moi, 25 ans élu local, forcément, le nombre de visages que vous avez en tête est forcément sont très nombreux. On va parler en tout cas des nouveaux visages du gouvernement cette semaine. D'abord, baptême du feu pour le Premier ministre et son nouveau gouvernement à l'Assemblée. Jean Castex et ses ministres ont répondu aux tirs nourris des députés de l'opposition lors des questions au gouvernement. La commission d'enquête sur la gestion de la crise de la Covid-19 poursuit ses auditions à l'Assemblée. Cette semaine, Martin Hirsch a répondu aux attaques du professeur Raoult. Et on finira par le rapport du Sénat qui s'alarme d'un risque de radicalisation islamiste et qui propose 44 mesures pour lutter contre cette menace qu'il juge inquiétante. Et pour commencer cette émission, première séance pour Jean Castex à l'Assemblée. Jean Castex et les nouveaux ministres ont fait leur premier pas à l'Assemblée cette semaine. Une première séance de questions au gouvernement où l'opposition n'a pas retenu ses coups. Elsa Mondingava. Le baptême du feu pour le Premier ministre Jean Castex dans l'arène de l'hémicycle. Je souhaite la bienvenue dans notre hémicycle au Premier ministre et aux membres du nouveau gouvernement. Pour sa première séance de questions au gouvernement. Merci. Je voudrais d'abord vous dire toute l'émotion et tout l'honneur que je ressens m'exprimant aujourd'hui pour la première fois devant vous. Voilà pour les présentations, puis vient le vif du sujet. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République vous a confié, je le cite, la responsabilité de tracer un nouveau chemin pour notre pays. Pensez-vous que ce nouveau chemin soit compatible avec le maintien de la réforme des retraites ? Dès cette semaine, je recevrai l'ensemble des partenaires sociaux. Mon objectif est de mettre tous les sujets sur la table. Autre prestation attendue, celle du nouveau garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, bousculé par l'opposition. S'il vous plaît. Mais laissez-moi. Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire et du respect de la parole de l'autre. J'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. Oh, pardonnez-moi, on ne juge pas. Monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Nouveau visage, personnalités déjà connues, anciens députés ont complété le casting de ce nouveau gouvernement. Stéphane Peu, quelle impression vous a fait le nouveau Premier ministre et son gouvernement ? C'était très curieux cette séance des questions au gouvernement parce que on avait un Premier ministre qui a pompé beaucoup d'air en faisant des réponses très longues et très creuses.
Alors, c'est pas la qualité de l'homme qui est en cause, je pense pas en tout cas. Ce qui est en cause, C'est dur quand même avec lui, très longue et très creuse. Oui, je crois que Jean-Luc Mélenchon a une expression pour dire les arbres ont le temps de pousser entre les mots. Bon, c'était une autre façon de dire. C'est de la forme, ça, non ? Comment ? C'est de la forme. Oui, mais non, mais pas seulement, justement, c'est pas que de la forme. C'est que, si vous voulez, on est quand même dans un paradoxe, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Parlement Hebdo. Le Parlement est encore une énième fois abaissé par quelque chose qui est assez peu commenté, à ma grande surprise. Dans la Ve République, le gouvernement, il est redevable devant l'Assemblée et devant le Parlement, pas devant le président de la République. C'est la raison pour laquelle, plusieurs fois pendant la Ve République, nous avons eu des cohabitations. Quand la majorité de l'Assemblée nationale changeait, le gouvernement changeait et le président restait. Bon, là, vous avez un président de la République qui demande à son Premier ministre nommé et à son gouvernement de suspendre sa déclaration de politique générale, de suspendre le vote de confiance de l'Assemblée, qui est normalement l'acte déclencheur de l'action du gouvernement, et de le suspendre au discours du président de la République qui doit avoir lieu le 14 juillet, renvoyant la discussion le débat de politique générale après le 14 juillet, la semaine prochaine. Et donc forcément, nous avons une situation où entre les deux, vous avez un gouvernement qui est nommé qui ne peut rien dire. Donc c'est un mépris du législatif ? Mépris du Parlement ? Bien sûr. C'est un acte supplémentaire d'une présidentialisation du pouvoir, d'une concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Et moi, au-delà des jugements qu'on peut avoir à l'endroit ou à l'encontre d'Emmanuel Macron, je pense que c'est une dérive de nos institutions qui porte en germe un affaiblissement de la démocratie dans notre pays. Rien non plus, Jean Castex, par exemple, il a annoncé cette semaine vouloir rouvrir le dossier des retraites. D'ailleurs, n'a-t-il pas raison de vouloir régler la question urgente du financement alors que le déficit plonge à 30 milliards en 2020 ? Ça, c'était une annonce quand même qu'il a faite cette semaine. Oui, mais bon, d'abord, vous avez vu le formidable accueil que lui ont réservé les partenaires sociaux hier, qui ont été reçus, du MEDEF à la CFDT en passant par la CGT. Toutes les forces syndicales lui disent, mais écoutez, c'est absolument pas raisonnable, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour dans notre pays au sortir de la crise sanitaire, qui est d'ailleurs pas complètement terminée, et qui peut rebondir, c'est de faire face à la crise sociale et d'avoir qu'un seul leitmotiv, qu'un seul axe, c'est le plan de relance et la question de l'emploi, et surtout pas de remettre sur la table une réforme qui risque de diviser les Français. Enfin, vous savez, le déficit des retraites, d'abord, il est très lié à l'activité économique. Oui. Donc la seule question pour tous les partenaires... Il a été très impacté par la reprise de l'activité. Bien sûr. Et par conséquence, la reprise de l'activité, la façon dont notre pays va subir et dans quelle proportion la crise économique et la crise sociale dans les prochaines semaines, dira aussi beaucoup de choses sur la capacité de notre système social de se maintenir. Il y a la CGT qui appelle à manifester et à faire grève déjà pour le 17 septembre. Vous aussi, vous appelez à la grève ? Bon, moi, je n'appelle pas à la grève parce que je ne suis pas syndicaliste, je suis parlementaire. Donc, par contre, ça m'arrive d'y participer et de les soutenir. Donc, je dis ça, c'est pas seulement sous la forme d'une boutade, c'est que je suis assez attaché à ce que chacun soit dans son rôle, et je pense que trop souvent, les politiques ont empiété sur le rôle des syndicats, quel que soit. Bon, donc. Mais vous soutenez cette initiative ? Oui, parce que si vous voulez. D'abord, l'appel de la CGT, si j'ai bien compris, il n'est pas que sur les retraites. Il est sur les questions de l'emploi. Il est quand même sur une question qui interroge beaucoup nos concitoyens. C'est comment se fait-il qu'il y ait autant d'aides publiques de versées aux entreprises et aussi peu de conditionnalité à ces aides publiques? Comment des entreprises qui reçoivent des centaines de millions, voire des milliards d'aides publiques, à peine encaisser le chèque des contribuables français, déposent des plans de licenciement massifs? C'est quand même un souci. Et je pense que ça fait partie des mots d'ordre de la grève du 17. La semaine prochaine, il y aura le discours de politique générale, on en a parlé. Est-ce que vous pourriez envisager de voter la confiance au gouvernement Castex, ou vous êtes déjà fait une idée ? Non, franchement, il n'y a pas de faux suspense sur... non, vous ne voterez pas. Non. Enfin, vous savez, moi, je ne comprends toujours pas ce remaniement.
Normalement, il y a deux raisons pour remanier. Soit vous changez de cap et de politique, d'orientation politique, et donc vous remaniez votre gouvernement pour cette nouvelle orientation politique. Emmanuel Macron a clos le débat, puisque dans son interview à la presse quotidienne régionale, il a dit « continuité de mes orientations de 2017 ». Ça me suffit, moi, pour savoir que je ne voterai pas la confiance, que j'ai un désaccord profond avec les orientations qui sont celles du président de la République et de ce gouvernement. Après, il y a une deuxième raison, c'est un Premier ministre totalement éreinté, usé, qu'on ne peut plus, et donc il faut lui donner du sang neuf. Là, c'était l'inverse. Vous aviez un Premier ministre qui est grimpé dans les sondages, un président de la République qui baissait, et on le change. Donc il n'y a aucune raison... Il y a une logique politique ? Vouloir casser la droite ? Non, moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il n'a pas mis en place un gouvernement avec ce remaniement. Il a mis en place une équipe de campagne électorale. Jean Castex, en tout cas, est donc le nouveau Premier ministre. Mais il y a une autre star qui a focalisé l'attention cette semaine dans l'hémicycle, l'ex-ténor du barreau et nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Écoutez son échange au Sénat avec le président de la Commission des lois lors des questions d'actualité. Vous serez bien évidemment conviés. Nous parlerons ensemble de cela. J'envisage très prochainement de recevoir tous les présidents de groupe. Je dis tous les présidents de groupe. J'ai, comment vous le dire autrement, besoin de vous. Monsieur le ministre, vous allez nous recevoir et nous allons vous auditionner. Après la déclaration de politique générale du Premier ministre, nous sommes pressés de vous entendre. Nous voulons rentrer dans les détails. Vous avez mis la barre haut, et même peut-être très haut. C'est la bonne altitude. Et maintenant, à vous de la franchir. Voilà, pour ce bon mot de Philippe Bas, les sénateurs ont-ils raison de vouloir auditionner Éric Dupond-Moretti au plus vite ? Ils veulent notamment l'entendre sur la question de l'indépendance du parquet, parce que lorsqu'il était avocat, il s'est dit favorable au maintien d'un lien justement entre l'exécutif et le parquet. Alors, les sénateurs ont raison d'auditionner le garde des Sceaux. Enfin, ça se fait avec tous les gardes des Sceaux, donc il n'y a pas de raison que celui-ci échappe à la règle. Et rapidement. Donc c'est valable pour le Sénat, c'est valable aussi pour l'Assemblée. L'audition de M. Dupond-Moretti par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, ce sera le lundi 20 à 17h30 dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je suis membre de la Commission des lois, donc je serai présent lors de cette audition et je compte bien lui poser un certain nombre de questions. Donc c'est normal et j'apprécie le bon mot de M. Bas. Vous nous recevrez, mais nous, on vous auditionnera. Il aurait pu même dire on vous convoquera. Et il faut que les membres du gouvernement, malgré tout ce que j'ai dit précédemment, sachent et comprennent assez vite le rôle de l'Assemblée nationale et du Parlement. Quelles questions vous allez lui poser ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quelle est sa feuille de route ? Il arrive, j'imagine qu'il a réfléchi. On ne va pas lui faire trop de mauvais procès sur tout ce qu'il a pu dire auparavant, parce que M. Dupond-Moretti était un avocat bavard. Hein, vous allez me dire, c'est un peu un pléonasme, mais enfin, voilà, c'était un avocat. Il a dit beaucoup de choses. Et bon, franchement, on ne va pas aller ressortir sur tous les sujets les propos d'Éric Dupond-Moretti, parce que bon, on n'en finirait pas, et le pauvre, il s'est entravé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un pays où, la justice est l'institution publique la plus décriée par les Français, l'institution dans laquelle ils ont le moins confiance, ce qui est quand même un grand problème pour notre pays. 2, nous sommes dans le peloton de queue des pays européens sur les moyens consacrés à la justice. Vous étiez cette semaine à la visite du tribunal de Bobigny, pendant laquelle Jean Castex a à la fois défendu son choix de ministre, mais il a aussi annoncé plus de moyens pour la justice. Est-ce que ça, vous vous en réjouissez ? L'accélération de la loi de programmation. Écoutez, vous savez, moi, je suis un député de la Seine-Saint-Denis. J'ai participé à un rapport parlementaire sur les ruptures d'égalité républicaine. J'étais mercredi à la visite du Premier ministre et du garde des Sceaux à Bobigny, qui est le deuxième tribunal de France et le plus exsangue en moyens. Et nous sommes le département, la Seine-Saint-Denis, qui bat tous les records de visites ministérielles. En gros, on a un ministre par jour dans Seine-Saint-Denis. Ça n'améliore pas la situation sur place. Je dirais pas qu'on est blasé, mais enfin, vous savez, les ministres qui défilent en Seine-Saint-Denis, c'est pas loin, ça va 10 km de Paris. Des fois, ils ont l'impression que c'est exotique, qu'ils voient un autre monde. Bon, mais nous, on en a marre, si vous voulez, en Seine-Saint-Denis. Donc, moi, je l'avais dit lors du rapport parlementaire, je l'avais dit à Édouard Philippe lorsqu'il était venu, écoutez, dites à vos ministres qu'ils viennent moins et que quand ils viennent avec des choses du sonnant et du trébuchant. Voilà. Nous, on n'est pas un zoo.
la Seine-Saint-Denis où on vient se distraire le temps d'une après-midi et remplir sa feuille de route en termes de visite de terrain pour les ministres. Non, nous, on est un département qui souffre. C'est un département qui a un immense potentiel parce que c'est le département le plus jeune de France, le plus dynamique, mais en même temps qui rencontre énormément de difficultés. Donc il faut que la France parie sur ce département et son potentiel. Vous faites confiance à Éric Dupond-Moretti pour ça? Vous pensez que c'est l'homme de la situation? Écoutez, on a fait un rapport parlementaire qui pointait le caractère de clochardisation de la justice en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, il y a une immense espérance républicaine en Seine-Saint-Denis. Il faut que la République tienne sa promesse. Pour l'instant, elle ne la tient pas. Et sur la question de la justice, alors il nous dit des moyens. Il n'a pas tout à fait dit ça mercredi. Il a dit, j'entends, j'écoute, je vais voir. Bon, le Premier ministre, il dit, oh là là, c'est pas normal de travailler dans ces conditions-là. Oui. Bon, ok, d'accord, très bien, merci de votre émotion. Mais vous êtes aux manettes et au gouvernement, nous vous demandons... non pas de l'émotion, mais des actes. Mais des actes. On poursuit cette émission avec la commission d'enquête sur la gestion de la crise de la Covid-19. Et cette semaine, place au personnel soignant et aux responsables de l'hôpital public. Ils ont répondu aux questions des députés de la commission d'enquête Covid. Martin Hirsch, le directeur de la PHP, en a profité pour s'adresser directement à Didier Raoult. Les précisions de Stéphanie Despierres. Quelques jours avant son audition, Martin Hirsch a accusé Didier Raoult de faux témoignages. Devant la commission d'enquête, le professeur marseillais avait affirmé que la mortalité était 3 fois plus forte à Paris qu'à Marseille. Sous-entendu parce que les hôpitaux parisiens ne prescrivaient pas de chloroquine. Faux, a rétorqué Martin Hirsch. Il affirme que le document cité par Didier Raoult vient bien de la PHP, mais qu'il est obsolète et incomplet. Le taux de mortalité dans les services de soins critiques de la PHP ne sont pas de 43%. Nous estimons aujourd'hui que le taux de mortalité pourrait être de 31 à 35%. Le lendemain, parole aux soignants, 5 syndicats racontent l'épidémie. Les députés cherchent à savoir si tous les malades ont été accueillis dans les hôpitaux, comme l'expliquent les autorités sanitaires, ou s'il y a eu du tri dans les EHPAD ou les CHU, selon l'âge des patients. Là, les soignants ne sont pas du même avis. Il n'y a aucun moment, je n'ai vu un médecin dire « j'ai 2 patients ». Je choisis lequel. Si un patient ne rentre pas en réanimation, c'est pas parce qu'on n'a pas de lit, c'est parce que derrière, il peut y avoir des conséquences très graves pour lui et qu'on sait que c'est difficile de se relever de ne serait-ce que 2 semaines de réanimation. Moi, je pense que des choix ont été faits. On a jugé que des patients, et essentiellement parce qu'ils étaient âgés, avaient une balance bénéfice-risque effectivement d'une entrée en réanimation qui permettait de dire aux réanimateurs qu'ils auraient du mal à les sortir de réanimation. Les députés finiront la première partie de leur enquête le 28 juillet avec l'audition très attendue d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Stéphane Peu, les communistes souhaitaient une commission d'enquête sur la gestion de la crise de la Covid-19. Au vu des auditions qui se passent là, même si ce sont les Républicains qui sont rapporteurs, est-ce que vous trouvez qu'elle est utile? Oui, je pense. Oui, elle est utile d'ailleurs. Peu à peu, patiemment... il y a quand même un certain nombre de vérités qui se font jour. Il y en a au moins, j'en vois au moins 3. La première, c'est qu'il y a eu une faute d'anticipation. Il y a eu quand même beaucoup d'alertes de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale de la santé, qui dataient certaines de septembre, d'octobre, enfin, qui n'ont absolument pas été prises en compte par le gouvernement. Manque d'anticipation aussi par nos représentants diplomatiques en Chine qui n'ont pas... qu'aurait pu alerter le pays sur ce qui se passait et qui aurait pu nous permettre de nous prémunir davantage. Donc il y a une vraie faute d'anticipation qui est mise à jour. Il y a la politique des masques. Enfin, franchement, le changement de doctrine de 2013 avec cette destruction massive et la séparation. Voilà, il y a des institutions d'anticipation des grandes crises épidémiques qui existaient, qui ont été supprimés, noyés dans Santé publique France et qui ont fait que notre pays s'est désarmé dans la capacité d'anticipation et d'analyse. Donc on voit bien que la France, par des mesures beaucoup liées aux politiques d'austérité de ces 10-15 dernières années, a baissé la garde et s'est un peu retrouvée démunie. Vous aviez déposé une demande de commission d'enquête plus particulièrement sur la surmortalité de la Covid-19 en Seine-Saint-Denis. Vous en êtes où? Alors, on a déposé une commission d'enquête parce que, si vous voulez, il y a comment expliquer que le département le plus jeune de France
est celui qui a eu la plus forte surmortalité d'une maladie dont on dit qu'elle touche en premier lieu les personnes fragiles et les seniors. Bon, donc il y a moins d'hôpitaux, il y a moins de soignants, il y a un problème en Seine-Saint-Denis. Il y a sûrement, il y a la population elle-même qui a été très mobilisée en première et en deuxième ligne pendant la crise du Covid, en travaillant beaucoup, nombreux dans une période où il y avait très peu de protection. Il y a des maladies liées, des comorbidités liées à la pauvreté, je pense notamment à l'obésité, le diabète, etc. Et puis, il y a un grand sujet qui mérite d'être investigué et qui n'avait pas été par le rapport parlementaire qui avait étudié uniquement éducation, justice, police. Avec cette commission d'enquête, rajoutant à la santé, combien d'habitants de la Seine-Saint-Denis n'ont pas de médecin traitant? Beaucoup. Comment se fait-il qu'un département aussi urbanisé que ça, au cœur de la métropole parisienne, soit un désert médical en médecine de ville? Pourquoi 3 fois moins de lits de réanimation par habitant en Seine-Saint-Denis qu'il y en a dans le Val-de-Marne, dans les Hauts-de-Seine, qui sont 2 départements limitrophes, etc., etc. Donc oui, là aussi, il y a rupture d'égalité républicaine. Comment allez-vous obtenir gain de cause? Partie de la commission d'enquête, il y aura une séparée? J'ai demandé, puisque on ne pouvait pas utiliser dans notre jargon le droit de tirage de notre groupe, j'ai demandé à Éric Ciotti et à Brigitte Bourguignon, quand elle était encore présidente de cette commission d'enquête, de nous permettre d'avoir une note additive à la commission d'enquête de façon à pouvoir mener la petite dizaine d'auditions sur le sujet spécifique de la Seine-Saint-Denis. Dans les problèmes que vous avez pointés et qui ressortent de cette commission d'enquête, il y a un problème de financement, d'austérité depuis plusieurs années, c'est ce que vous dites. Là, les soignants réclamaient des hausses de salaire. Il y a ce Ségur de la santé qui s'achève. 7,5 milliards d'euros pour les salaires qui ont été mis sur la table. Vous trouvez que c'est un bel effort? Vous le saluez? C'est un effort, c'est évident, mais j'écoute les professionnels de santé, on est loin du compte. Vous savez, même les primes qui étaient prévues pour les salariés de la santé qui étaient au front pendant le Covid, pour l'instant, dans certains secteurs, ils ne l'ont toujours pas perçu. Là, il y avait une demande des salariés de la santé qui était une demande de rattrapage qui les mettait à 300 € d'augmentation. C'est 2 fois 90 € pour l'année et demie qui vient. On est loin du compte, même si c'est une avancée. Allez, pour finir, le rapport choc du Sénat sur la radicalisation islamiste. Après 70 auditions de chercheurs d'institutions et d'associatifs, la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste, créée à la demande du groupe LR, s'alarme et estime que ce phénomène est une véritable menace en France. Alizé Boissin. Après 60 heures d'audition et 8 mois de travail, les sénateurs ont rendu leurs conclusions sur un sujet sensible, la radicalisation islamiste. À l'origine de la commission d'enquête, le groupe Les Républicains et la volonté de freiner la propagation des listes communautaires aux élections municipales. Il était nécessaire de ne plus être dans le déni. Nous savons que nous avions et que nous avons des problématiques par rapport à un petit groupe d'individus ou un projet parfois plus collectif, de vouloir imposer une norme religieuse au-dessus des lois de la République. 5 mois après le début des auditions, le constat est alarmant pour cette sénatrice. Oui, l'islam politique existe. Oui, le radicalisme islamique existe. C'est un sujet qui n'est plus tabou aujourd'hui. Pour lutter au mieux contre la radicalisation, la commission formule une 40aine de propositions. Parmi elles, l'amélioration du renseignement territorial. En effet, lors des auditions, la commission s'est rendue compte qu'aucune donnée sérieuse n'existait pour mesurer l'ampleur de la radicalisation. Un manque que les sénatrices pointent du doigt. Autre proposition, le traçage des financements des lieux de culte. Le but, limiter l'influence de certains pays étrangers, notamment lors de la création de mosquées. L'autre grande inquiétude pour les sénateurs de la commission, les jeunes. Ils demandent un meilleur contrôle des écoles hors contrat et des élèves non scolarisés. Enfin, ils souhaitent une meilleure formation des élus locaux sur ce sujet. Il y a des élus qui ne connaissent pas ce sujet, ou alors qui y font face de manière un peu brutale, sans en comprendre la finalité. Pour l'instant, pas de proposition de loi en vue. Le rapport sera transmis au président de la République. Les conclusions de ce rapport signé Jacqueline Eustache-Brinio ont été jugées plutôt caricaturales par le gouvernement. Est-ce que c'est difficile de parler de ce phénomène sans stigmatiser les musulmans, Stéphane Peu ? Oui, c'est pas facile parce que
Si vous voulez, tout ce qui vise à mettre la foi au-dessus de la loi, pour reprendre l'expression du ministre de l'Intérieur, doit faire l'objet de beaucoup de vigilance, de rappeler le principe de laïcité. Moi, j'ai toujours un doute quand on stigmatise une religion en particulier, non pas qu'elle ne pose pas dans certains cas des problèmes, mais... C'est vraiment une menace pour vous en France, la radicalisation islamiste dans les quartiers? Moi, je regarde les conclusions du rapport sénatorial. Par exemple, ils disent, je le dis d'autant plus volontiers que j'ai fait cette demande avec Georges Fenech, ancien parlementaire, c'est la remise en place de ce qu'on appelle la Mivilude, qui est quand même l'organisme qui nous permet de lutter contre les pratiques sectaires. Moi, à Saint-Denis, j'ai le siège européen de la scientologie qui s'installe à 2 pas du Stade de France. 2 pas du Stade de France, avec un seul objectif, avoir une vitrine de la scientologie pendant les Jeux Olympiques de 2024. Parce que le bâtiment donne juste sur le Stade de France. Et bon, il n'y a plus d'organisme en France. Vous avez demandé sa fermeture? On a demandé sa fermeture, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, la Mivilude n'existe plus. Donc là, je vois ce rapport dit vrai. Il y a des choses sur lesquelles... Donc ce rapport dit vrai. Mais il faut que tous ceux qui sont dans un séparatisme vis-à-vis de la République, que ce soit l'islam politique, que ce soit certaines pratiques évangélistes qui progressent à grands pas dans nos quartiers. Tous ceux qui veulent éduquer leurs enfants en dehors de l'école de la République, il faut faire très attention et ne pas stigmatiser uniquement l'islam, parce que c'est un problème malheureusement beaucoup plus large. Merci Stéphane Peu d'avoir été avec nous. Merci Tam, merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.